Un petit bidon, mon pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, vous ne pas rappeler. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui pour revenir tout simplement sur le Tour des Flandres qui a eu lieu ce dimanche et remporté par le Danois Kasper Asgreen, la première victoire danoise depuis Rolf Sørensen en 1997. Kasper Asgreen qui devance au sprint Mathieu Van Der Poel après que les deux soient sortis dans le final. On va revenir bien évidemment dans le détail sur toute cette course qui a été comme d'habitude très animée. Et pour cela j'accueille trois de nos spécialistes du groupe Eto, déjà deux qui étaient présents lors de la présentation du Tour des Flandres. Johan pour commencer. Salut Johan. Salut Mathieu. Au niveau de tes pronos là ça n'a pas été très fort. Je rappelle que tu avais misé sur Warren Barguil, premier français, Oui, et bon. Jasper Stuyven, vainqueur de la course, qui a quand même fini 4ème au final. Mais moi j'avais envisagé une course plus un peu plus posée, un peu plus tactique. Donc là ça a été pleine vitesse. Donc ouais forcément à la pédale, Stuyven il pouvait pas gagner. Ah oui, Après Barguil a eu des malchances. t'avais imaginé un déroulement de course ardennais sur le Tour des Flandres. Ouais, non mais voilà. Et puis Barguil, je sais pas trop. Pour moi il avait les jambes pour accrocher le groupe qui joue la 3ème place. Et avec nous on a également Anselme qui est toujours présent. Salut Anselme. Salut Mathieu, salut tout le monde. Alors ça fait du bien de voir Valverde gagner samedi dernier au Grand Prix Miguel Ouais, c'est la plus belle course du week-end, il la gagne, donc super. Pas le même sujet que le podcast du jour, mais je crois que tu avais envie d'en parler, ça va te faire du bien de dire un petit mot dessus. Et pour finir, j'accueille avec grand plaisir Geoffrey, l'un des grands spécialistes pavés du groupe Eto. Salut et bon retour parmi nous Geoffrey. Salut à tous, merci du retour, et puis j'ai hâte de dimanche prochain avec Paris-Roubaix. Ah là, c'est gentil de remuer le couteau dans la plaie. Attends, je passe devant la Trouée d'Arambert 2 fois par jour quand je vais au boulot, donc... Ah oui, ouais, c'est pire pour toi, même si ça fait quand même un joli petit paysage quand on passe. Et bien voilà, donc dans ce podcast, on va donc bien évidemment revenir sur la course, débriefer, un petit peu analyser ce qui s'est passé, notamment autour de Kasper Asgreen et Mathieu Van Der Poel, également revenir sur la course des Français qui ont été assez actifs. On aura un petit débat sur un petit événement qui a fait parler avant que la course ne se lance réellement, avec la disqualification de Michael Scher pour un jet de bidon. Et enfin on terminera avec un petit mot également sur la course dames qui a été remportée par Annemiek van Vleuten. Et bien voilà, à présent vous savez tout, chasse patate, c'est parti. Pour commencer, tout simplement ce Tour des Flandres, vous l'avez trouvé comment? C'est un très bon Tour des Flandres, un Tour de Flandre animé comme on a l'habitude de le voir, hein, Johan? C'était une course... C'est un très bon Tour des Flandres. Enfin, la course est partie de loin, ça a été dynamique, ça a été agité. Il y a eu des petits rebondissements, même si c'était souvent un peu les mêmes. Il y a une surprise à la fin parce que tout le monde se disait ok c'est bon c'est fini. Et non, c'est Kasper Asgreen qui gagne et ça donne tout d'un coup une autre dynamique à la course parce que c'est plus la même course en fait. Se rendre compte que finalement le mec le plus fort c'était pas Van Der Poel, c'était Asgreen tout du long quoi. Donc non, c'était vachement sympa, c'était une belle course, il y a eu des rebondissements, il y a eu plein de Français actifs dans la course. Non, c'était vachement agréable. Geoffrey? C'était un Tour de Flandre comme on a l'habitude, où ça bouge de loin, c'est animé, il y a une bataille permanente pour le placement, il y a du suspense et de la nervosité pendant 3-4 heures. Enfin, c'est les Flandriennes comme on les aime, quoi. Il n'y a pas eu de grosses surprises dans le déroulement de la course, mis à part le sprint à l'arrivée, mais je veux dire, le type de course, c'est ce à quoi on pouvait s'attendre, mais ça fait toujours aussi plaisir, quoi. C'est sûr que, en tout cas, comme ça avait été dit dans le podcast précédent, il va falloir bien se mouiller la nuque quand on va arriver sur les Ardennaises. Ça va être beaucoup moins animé en tout cas. On a quand même plutôt bien profité de ces Flandriennes et bien évidemment de ce Tour des Flandres. Anselme, pour finir le petit tour de table. Non, moi je suis d'accord avec tout le monde. Enfin, on a eu une
de base, c'est des courses assez animées, mais cette année, je trouve qu'on a une très belle édition avec beaucoup de mouvements de course. Il n'y a pas eu de groupe qui est parti et puis on les a plus revus. Il y a des groupes qui sont partis, qui ont été revus. Et ce qui fait que il y a eu, ça a été longtemps indécis. Et puis, comme l'a dit Johan, le sprint final rend la course encore plus, on va dire, surprenante. Ça ajoute un peu cette petite note épique, surprenante, même si, on va quand même pas se le cacher non plus, Kasper Asgreen, c'est pas non plus un manche au sprint, même si il n'était pas favori face à Mathieu Van Der Poel. Ça, je pense que tout le monde s'accordait à le dire. De toute façon, c'est comme le sprint du groupe derrière qui est réglé par Sepp Van Mark, qui gagne le sprint pour la 5e place. Faut croire qu'il s'en fait une spécialité cette année, parce qu'il avait été bien placé aussi sur plusieurs autres courses. Je me demande si c'est... Je crois qu'il prend la 3e place de l'Omloop au sprint. C'est ça, ouais. Donc, est-ce qu'il commencerait pas à avoir une petite pointe de vitesse, le Sepp Van Mark aussi Osama aussi, il est pas mal dans le sprint. Il y a moins de monde Osama. Après, il faut se souvenir aussi que Van Mark, il avait battu dans un Omloop il y a quelques années Bonnen dans un sprint à 2. Tout à fait. Il y a quasiment 10 ans. Ouais, ça remonte à 2013, 8 ans maintenant. Non, tu prends un petit coup de vieux comme ça. Alors, on va se concentrer sur ce qui s'est passé concrètement dans la course, avec Kasper Asgreen et Mathieu Van Der Poel qui ont été les plus forts. Je les mets ensemble parce que ils ont été bien au-dessus du lot, ils se sont détachés dans le final. Je pense que là-dessus, vous n'allez pas me reprendre, messieurs. Déjà, Kasper Asgreen, donc le vainqueur, qu'est-ce qu'on peut dire de sa course? Comment on peut la qualifier, sa course à Kasper Asgreen? Parfaite. Il a fait juste tout ce qu'il fallait. Au-delà qu'il a fait tout ce qu'il fallait, c'était le plus fort en fait, quoi. Donc c'est une victoire. Après coup, quand on regarde toute la course, c'est une victoire logique. Le seul moment où il est en difficulté, c'est Koppenberg, qui est un peu particulier parce que forcément c'est un peu plus dur pour son gabarit, mais sinon il s'est fait crocher à peine par Van Der Poel sur le Kwaremont et c'est tout, quoi. Donc sur les monts, il était très costaud, sur le plat, il était hyper costaud. Et au final, à la fin, il avait beaucoup plus de fraîcheur que Mathieu Van Der Poel, donc c'est lui qui gagne. Comme on a eu une course qui s'est lancée vraiment à gros rythme et que les meilleurs sont dégagés à la pédale assez naturellement, le plus fort a gagné. Voilà. Et puis il a pu bien gérer aussi la supériorité numérique de l'équipe de Koenig Quick-Step par moment, ce qui fait qu'il y a eu des moments où il pouvait récupérer un petit peu, passer légèrement moins de relais. C'était assez subtil, mais on voyait quand il y avait le trio avec Van Aert qui était dégagé, il passait un peu moins que les autres, ce qui était légitime, parce qu'il y avait Alaphilippe et d'autres qui pouvaient éventuellement revenir derrière à ce moment-là de la course. Et dans les Flandriennes, quand on peut économiser des efforts, ça fait partie des choses qui payent à la fin. Et quand on voit le sprint où Mathieu Van Der Poel cale à 70 mètres de la ligne, clairement, c'est l'économie d'énergie qui a pu permettre à Asgreen de tenir jusqu'au bout. Pour autant, quand même, Kasper Asgreen, on l'a vu assez actif et quand même assez loin de l'arrivée, à accélérer assez rapidement. Ah oui, c'est un des plus forts, clairement. Ouais, mais comparé à Van Der Poel et Van Aert, pour moi, il fait beaucoup moins d'efforts que les deux. Et c'est pour ça que, pour moi, c'était pas forcément le plus fort, mais il a vraiment joué notamment du fait qu'Alaphilippe a été lui très actif et très souvent devant pour s'économiser le plus possible. Et d'autant qu'en plus, tu dis qu'il était en difficulté dans le Paterberg, mais c'est dans le dernier passage du Kwaremont, si je dis pas de bêtises. Dans le Koppenberg, il était en difficulté. Dans le Koppenberg, ouais. Mais c'est dans le dernier passage du Kwaremont où il se fait décrocher par... C'est dans le Kwaremont, je crois. Il se fait décrocher par Van Der Poel et revient sur le plat après. Tout à fait. Et donc là, il a montré, on va dire, un premier signe de faiblesse. Et c'est après, dans le dernier mont, donc c'est le Paterberg, justement, où là, on sent qu'il y a un peu un switch entre les deux, où Van Der Poel est tout de suite moins aérien, et Asgreen là prend l'avantage. Et je pense qu'il a dû le sentir. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'a pas tenté d'attaquer, parce qu'on s'est tous demandé pourquoi il ne tente pas de surprendre Van Der Poel. Et au final, peut-être que lui avait senti aussi que le Néerlandais était moins bon, plus fatigué. Il était juste sûr de ses forces. Moi, je pense que ouais. Après, le final, dans face à face, le final permet pas vraiment d'attaquer, de surprendre l'adversaire.
toute la partie finale entre le pont au-dessus de l'Escaut où il y avait un vent de face et ça fait qu'il se retrouve après dans la ligne droite interminable. Il n'y a pas vraiment d'endroit pour surprendre l'adversaire à ce moment-là. Quand on est à 3 ou 4, là il pourrait y avoir de quoi attaquer, parce qu'on pourrait se planquer derrière certains et profiter du fait que l'adversaire surveille plus les autres que soi, mais à 2, c'était impossible d'attaquer jusqu'au bout, et à partir du moment où ils y étaient, la seule alternative ça aurait été qu'ils restent planqués dans les roues un peu plus. Sa supériorité, pour moi, on la sent vraiment dans le moment où il continue de prendre des relais jusqu'au bout. Et après, justement, est-ce que le fait de prendre des relais à Mathieu Van Der Poel, alors que d'une certaine manière, on se dit que Mathieu Van Der Poel est non seulement le plus fort au sprint, mais qu'en plus, dans le groupe derrière, il y a Florian Sénéchal, qui est assez rapide au sprint. Est-ce que quand Kasper Asgreen prend des relais, c'est pas un peu aussi pour la jouer fine un peu, peut-être dire à Mathieu Van Der Poel, ok, je joue battu, peut-être? C'est sûr que ça a pu jouer dans le mental entre les deux, parce qu'à partir du moment où Mathieu Van Der Poel il voit qu'il a quelqu'un qui est a priori moins rapide que lui au sprint, continue à lui reprendre des relais jusqu'au bout, Mathieu Van Der Poel a pu peut-être se voir un peu trop beau jusqu'au bout, et ça a pu jouer sur le fait que quand le sprint est lancé par Asgreen de très loin, Van Der Poel décide pas de se caler dans la roue pour faire le jump juste à 100 mètres. Il lance aussi son sprint très loin, et c'est ça qui fait qu'il cale. Après, c'est compliqué de se dire que Asgreen était tellement sûr de lui qu'il s'est dit ouais, je vais le fumer au sprint. Voilà, je pense qu'il s'est dit ouais, ok, ça peut le faire. C'est pas la même chose que se dire que c'est bon, je vais gagner quoi. Je pense qu'il continue à prendre des gros relais aussi, c'est continuer aussi à entretenir un rythme et empêcher l'autre de récupérer. Si Van Der Poel arrivera au sprint, c'est sûr qu'il le fume. Là, c'est une configuration d'endurance et de vitesse terminale après la fatigue, tout ça, c'est aussi à la fraîcheur. Donc, c'est pas exactement la même configuration. C'est aussi à ça que ça a servi de prendre des relais, plutôt que laisser Van Der Poel rouler un peu tout seul et puis peut-être déjà voir le groupe de derrière revenir. Et puis Sénéchal, on a vu qu'au sprint, ça le faisait gâcher toutes ses chances, alors que tu t'es quand même fait chier la gueule pour être devant à jouer la victoire, quoi. Ouais, non, pour moi, il avait aucun intérêt à finauder sur le fait qu'il avait Sénéchal derrière. D'autant quand tu voyais les noms qu'il y avait, t'en avais la moitié qui sont supposés plus rapides que Sénéchal au sprint. En plus, sur une course comme ça, c'est compliqué. Donc, en fait, ouais, je pense que dans des groupes de chasse comme ça, il y aurait eu des contres. Systématiquement, on l'a vu avec les petits pelotons qu'il y a derrière, on voit des coureurs qui attaquent depuis quelques années, et Asgreen il devait être conscient de ça, parce que la deuxième place qu'il va chercher il y a 2 ans, c'est comme ça, c'est en ressortant d'un groupe qu'il y avait derrière avec des coureurs réputés rapides au sprint qui auraient espéré se jouer une place derrière. Sachant qu'en plus dans le groupe derrière il y avait un équipier de Van Der Poel en plus, donc avec Gianni Vermeersch, il a géré le final comme il devait le faire, et puis ça a payé. Alors il y a Johan qui me dit que Kasper Asgreen était juste le plus fort. Anselme, t'es pas forcément de cet avis. Selon vous, et je vais demander à Geoffrey pour vous départager, est-ce que c'est peut-être davantage Kasper Asgreen qui a été le plus fort, ou est-ce qu'il a été le plus malin dans ce duel avec Van Der Poel? Pour moi, je ne vais pas départager parce que c'est un peu des deux. Parce que il a fallu être très fort pour pouvoir sortir et coller aux deux dans le Hottenberg quand il y a le démarrage qui se fait, avec le trio qui sort, puis après pour savoir suivre l'accélération à Quarmont, où il est légèrement en difficulté, mais le faux plat qu'il y a derrière, ça tape bien quand même, il faut réussir à revenir à cet endroit-là. Puis il fallait être fort aussi dans le Patersberg, parce que à tout moment ça aurait pu exploser dans une telle pente. Il a été malin dans la gestion de ses efforts, et c'est ça qui lui a permis d'être plus fort après. J'ai envie de dire aussi, c'est pas compliqué d'être plus malin aujourd'hui que Van Der Poel ou Van Aert, parce que on les a jamais vus vraiment gagner une course sur un éclair de génie. Généralement, ils sont les plus forts, ils bourrinent et puis tout le monde pète, ou ils alignent un groupe au sprint. Donc, j'ai pas trouvé que Van Der Poel avait bourriné tant que ça. Il en faisait peut-être des fois un tout petit peu trop sur les monts, à mettre un peu trop de force, mais j'ai trouvé beaucoup moins abusif que dans certaines courses qu'il a déjà fait, quoi. Je l'ai trouvé assez frais, qu'il courait pas trop, assez juste. Ouais, voilà. Ouais, mais quand même, je sais pas, il a fait quand même beaucoup d'efforts un peu en contre-temps, notamment derrière Julien Alaphilippe. Donc évidemment, il a pas attaqué en tentant de partir très très loin.
Mais j'ai envie de dire, c'est pas une course non plus exemplaire en termes de stratégie de sa part. Ouais, quand même, parce qu'on a vu des attaques beaucoup plus porcives dans le Quarmont par le passé. Si on pense notamment à Cancellara, il démarrait beaucoup plus tôt quand il posait ses démarrages dans le Quarmont. Là, il attendait vraiment le final, Van Der Poel, pour faire ses attaques à ces endroits-là. Mais Cancellara, c'est différent encore. C'était pas les mêmes configurations de course non plus, parce que les éditions Cancellara ou peloton groupé à 140 à 20 bornes de l'arrivée, c'est pas... Oui, mais Van Der Poel, on l'a vu déjà se lancer beaucoup plus tôt dans certains monts, notamment dans des monts où on ne l'attendait pas spécialement. C'est-à-dire quand l'année où il Amstel, personne s'attend à voir la course se décanter dans le Gulperberg. Là, il a été quand même plus subtil, c'est ce que tu disais tout à l'heure dans ses efforts. Mais justement, Mathieu Van Der Poel, est-ce que peut-être dans sa course, à un moment donné, il a fait une erreur qui fait qu'il s'est retrouvé battu au sprint par Kasper Asgreen? Tu peux aller chercher des détails, mais c'est compliqué de voir le moment où il aurait fait une connerie, quoi. Pour moi, tu peux te dire, là, il aurait fallu économiser un peu de force, il aurait fallu faire des trucs, mais... Pour moi, il y en a une seule erreur, c'est quand Asgreen lance son sprint et qu'il décide de faire un sprint aussi long, plutôt que de se mettre dans sa roue. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, je pense qu'il sent qu'il est court et il doit miser sur lancer, l'empêcher de remonter et que celui-ci s'arrête. Parce que s'il se met dans sa roue, déjà, il doit faire un effort pour prendre la vitesse, se mettre dans sa roue. Et s'il sentait qu'il est juste, il sait qu'il ne sera pas capable de redéboîter et de le remonter après. Donc je pense que sur le sprint, à partir du moment où il sent qu'il est un peu juste, il peut rien faire d'autre. Sachant qu'Asgreen avait, on va dire, un peu les cartes en main étant derrière. Peut-être que dans le Quarmont, il fait peut-être trop d'efforts. Et sachant qu'Asgreen en plus revient derrière, Asgreen doit sentir qu'il est peut-être un peu plus fort. Mais sinon, c'est difficile de dire un moment précis où il fait un effort, une erreur flagrante. C'est vrai qu'en tout cas, l'attaque de Van Der Poel dans le dernier passage du vieux Quarmont, elle est assez impressionnante avec... ça monte tranquillement, le groupe de contre revient, puis tout d'un coup Van Der Poel sur le sommet accélère, il fait exploser Wout van Aert et Kasper Asgreen. On en a peut-être pas vu beaucoup des attaques aussi franches ces derniers temps sur le vieux Quarmont. C'est surtout que personne d'habitude attaque à cet endroit-là. Soit ça attaque au début quand ça monte fortement, soit justement quand on est usé de la montée et qu'on est sur la partie qui est légèrement plus plate où c'est du 1, 2, 3%. Là, c'est la toute fin où ça commence à remonter légèrement sur la sortie du pavé. Il n'y a personne qui attaque à cet endroit-là parce que, comme Yann disait, on a un groupe plus gros au début et donc il faut faire péter tout le monde avant. Et puis, clairement, moi je me suis dit à ce moment-là, c'est fini. Il dégage une telle impression de puissance au moment où il part que pour moi, c'était plié. Et en fait, t'as Asgreen qui arrive à revenir derrière et ça change tout. Alors, quand ils arrivent au pied du dernier passage sur le vieux Quarmont, ils sont 3 en tête. On a donc Kasper Asgreen, Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert. Wout van Aert qui craque dans cette ascension du vieux Quarmont et qui se fera reprendre par le groupe de contre après le Paterberg. Qu'est-ce qu'il a manqué à Wout van Aert? J'ai envie de dire du poids, de la puissance. Peut-être qu'à vouloir monter l'école au train et faire péter les leaders, tu perds un peu de puissance et ça, c'est fatal au bout de 250 km de course. Mais c'est vrai que c'est le dernier où, moi je me souviens, c'est dans le Ganvé Game où il y a Wout van Aert qui met une patate de l'espace dans le Kemmel. Cette année, on l'a jamais vu faire ça, quoi. On l'a toujours vu costaud, suivre, machin, mais jamais capable d'avoir un punch énorme, quoi. Cette année, clairement, dans les monts, il était en retrait par rapport à ce qu'il savait faire l'année dernière. Et des mecs qui savent monter à des vitesses incroyables, ça suffit pas forcément, quoi. C'est ça, on a l'impression depuis qu'il s'oriente plus en routier, rouleur, enchaîner des kilomètres à rouler à un tempo très soutenu. Il a perdu son punch même dans les cyclocross qu'il a gagné cet hiver. C'était plus à l'écœurement, on va dire. Il se mettait devant et quand il gagnait, les autres lâchaient un par un. Et il n'a pas la capacité qu'a Mathieu Van Der Poel, par exemple, à avoir une giclette et un punch très violent d'un seul coup. Et effectivement, ce que disait Anselme, on le ressent de plus en plus et on risque de le recevoir de plus en plus s'il continue à voir cette orientation pour les grands tours au sein de la Jumbo-Visma.
C'est le revers de la médaille un petit peu de vouloir jouer les classements généraux sur les courses d'une semaine. À vouloir être très bon partout, on se retrouve à ne pas savoir être excellent dans un domaine particulier. Cela dit, il a quand même un sacré palmarès, On va pas lui individuel que collectif. Voilà, ça en tout cas c'est certain, puis ça reste quand même de très belles courses qu'il peut aller chercher quand on voit qu'il a fait deuxième de Tirreno Adriatico, ça reste pas rien non plus. Bah, surtout quand on voit qu'il bat Tirreno Adriatico, hein, parce que les mecs derrière lui, il leur met une pilule à Tirreno. Hein. Et puis il a gagné en Level Game quand même aussi. Après, Van Avermaet a gagné Tirreno aussi, et il est toujours, on va dire, correct dans les classiques. Hein. On va quand même préciser qu'il n'y avait pas de montagne sur l'édition que gagne Van Avermaet. Hein. Ah, si on précise aussi. Ne soyons pas de trop mauvaise foi, en fait, je te prie. Van Avermaet qui a déjà gagné des étapes de montagne au Tour de France. Hein, donc, Et qui a cherché un podium un peu inespéré hier. Tout à fait, en ressortant dans les derniers kilomètres du groupe de contre avec Jasper Stuyven. Alors que la PRH-G2R, elle a semblé un peu subir la course tout le temps. Franchement, c'est magnifique. Le mec, il subit tout le long, il prend ses petits relais, ok, je suis dans le groupe pour la 3ème place. Ah, l'occasion, bam, allez, 3ème. Après, il avait subi, mais il a aussi l'expérience pour gérer ce genre de choses, et il a couru de l'arrière, mais au final, on l'a pas vu spécialement faire d'efforts. Il devait remonter les morts dans les monts et dans les portions un peu techniques. Ouais, pour jouer la gaine, c'était foutu, mais pour aller jouer placé... non, par contre, là, je pense qu'on a l'exemple d'une course très intelligente. Par contre, parce que il a dû sentir très vite que il avait pas les jambes et il a tiré, comme tu dis, part de son expérience pour faire le meilleur résultat possible. Ça s'est joué au placement un petit peu également quand on voit que par exemple dans le Taillenberg, quand ça sort avec le quatuor Van Der Poel, Van Aert, Asgreen à la Philippe, on a Van Avermaet qui est dans la roue de Casper Asgreen, il me semble, quand ça commence à accélérer. C'est la cassure, je crois. Hein. Voilà, mais il n'a pas les jambes pour suivre. En fait, on a un peu une course, j'ai envie de dire, un peu opposée avec un Turgis, par exemple, qui lui était très fort et qui faisait tout le temps les efforts pour revenir. Et Van Avermaet qui se sentait moins fort, du coup, qui se laissait revenir. Au final, il y en a un qui fait 3 et puis l'autre fait 8. Si on voulait même avoir des courses opposées, on pourrait lister la Bahreïn avec Marco Haller, quoi. Qu'on a vu très présent à l'avant et qui doit finir 43ème. Parce que le meilleur Bahreïn, ça doit être Osler. Parce que même Tuns aussi, qui a fait une course un peu similaire à Haller, a explosé ensuite. De même que Julien Alaphilippe, qui une fois qu'ils ont vu que la gagne était finie, je sais pas s'ils sont relevés, mais n'ont pas fait les efforts pour aller accrocher un accessite. Osler, il a fait la saison de cyclocross, donc ça paye par rapport à Haller, voilà, c'est tout. Sûrement, je pense que ça vient de là. Ouais. La petite promo du cyclocross. Mais cela dit, on a quand même Van Der Poel, Van Aert. Pidcock a été un petit peu en retrait du côté des crossmen. Il a payé son âge. Hein. Pidcock, il était très bien jusqu'à un certain moment et 250 bornes à son âge. Les Flandrines, c'est vraiment des courses de vieux, donc c'est plus l'âge que son poids, par exemple. Et puis son poids, sur les pavés, limite, il s'envole lui, donc. Non, mais je pense c'est des monts flandriens, c'est pas si les pavés sont pas si vénères et puis à part le Quarmont qui est vraiment pas fait pour lui, il peut quand même être assez costaud. Là, je pense que c'est vraiment l'âge et puis le manque d'expérience à ce genre de course, quoi. Avec son gabarit, c'est plus sur Paris-Roubaix qui sera moins approprié pour lui. Oui, clairement, oui. Sans lui, il se prend un pavé de Paris-Roubaix, il décolle, il fait 3 mètres. Ouais, je pense que Paris-Roubaix, ça va être compliqué pour lui. Tout dépend. Après, je sais qu'il y avait Tanguy Turgis qui avait fait un beau Paris-Roubaix il y a quelques années. Donc en vrai, je pense que Pidcock, avec la technique et tout ça, il sera capable de faire des beaux Paris-Roubaix, mais c'est sûr que c'est beaucoup moins adapté qu'une course flandrienne. Il a gagné Paris-Roubaix chez les juniors, Pidcock. Donc, ouais, enfin, ça veut rien dire, ça. Et, non, mais Bob Jungels aussi. Un Paris-Roubaix sec où il faut vraiment bourriner sur tous les pavés du début à la fin, c'est sûr que ce serait moins pour lui, mais... parce que tu crois qu'on va revoir un Paris-Roubaix plus vieux? Là, ils annoncent de la pluie toute la semaine, cette année. Non, mais à chaque fois, ça y ramène un petit coup. Le déni de Geoffrey, c'est terrible. Mais ça fait un peu mal au cœur aussi en même temps. Ouais. On verra, peut-être en octobre,
Ou de la neige peut-être. Hein. Je sais pas. Après, pour finir sur la partie globale de l'analyse de ce Tour des Flandres, avant de se concentrer sur les coureurs français, pour finir un petit mot, qui est le coureur qui vous a le plus impressionné dans l'ensemble, pas forcément au niveau intrinsèque, mais sur sa performance Les 2 premiers. Ouais, Après, Asgren, j'allais dire, forcément. mais c'est un peu facile à répondre. Ouais. Mais sinon, après, moi, c'est Turgis, vraiment, qui m'a bluffé tout le long, quoi. Mais du coup, comme on n'est pas censé en parler maintenant, moi, j'aurais dit Christophe Laporte, mais c'est un Français, donc... Eh ben, on va faire la transition vers les coureurs français, alors si vous poussez, parce que les coureurs français, ils ont l'air de vous avoir plu, en tout cas, sur ce Tour des Flandres, ils ont été assez actifs, mine de rien. Surtout Turgis, la course qu'il fait, je me suis dit, mais à chaque fois, c'est bien, il bouge, on le voit, il est motivé, il veut faire quelque chose, mais j'arrêtais pas de me dire, mais à force de faire ça, à un moment, il va prendre une cacahuète, il va se retrouver à être collé sur son vélo et à perdre 4 minutes d'un coup, et ça n'a jamais été ça, quoi. Enfin, le seul truc qui l'a désavantagé, c'est qu'il n'a plus d'énergie pour faire le sprint à l'arrivée. Mais quelle course il a fait! Mais du coup, c'est un côté un peu frustrant parce que s'il avait joué placé idéalement, je pense il aurait pu être avec les 3 au moment où la course se joue. Et il y était, en fait, dans le haut-ton, quand Asgren attaque en faisant le coup du ravito. Mais il vient de faire l'effort justement dans le Kreuzberg, donc forcément. Il vient de faire l'effort, il est en train de prendre un bidon, et là le coup part avec Asgren, Van Der Poel et Van Aert. Donc, Une attaque que j'ai d'ailleurs ratée en direct parce que je regardais par la fenêtre à ce moment-là. Magnifique sens du timing. Il a pas eu de chance dans les petites cassures qu'il y a eu et les regroupements et les mouvements qu'ont suivi le Taillenberg, parce que il était souvent devant et là il a juste pas été devant pile au moment qui s'est retrouvé être décisive. Son effort dans le Kreuzberg est monumental, mais il a besoin de récupérer à ce moment-là. Tout seul sur le groupe devant. Ouais. Enfin, ce truc est hyper impressionnant, mais je pense que il joue sa place dans le final à ce moment-là. Enfin, l'effort qu'il fait, après ça, c'est compliqué de s'en remettre. Ouais, mais il peut se passer beaucoup de choses différentes, et s'il n'y a pas une attaque pile au moment où il revient, on ne sait pas ce que ça aurait pu donner par la suite. Oui, c'est sûr, mais enfin, il avait grillé quelques cartouches quand même. De toute façon, l'erreur qu'il fait, c'est dans le Taillenberg en étant mal placé et en suivant pas le coup, quoi. Si là, à ce moment-là, il est devant et qu'il peut suivre, il n'a pas besoin de faire l'effort dans le Kreuzberg, et puis il peut gérer. Enfin, il attaque probablement qu'il peut la suivre quand les 3 autres y partent. Donc, c'est ça qui est un peu dommage. Pour Turgis, après, justement, c'est. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que c'est une véritable confirmation vraiment de le voir à ce niveau-là, de se dire il peut jouer la gagne véritablement sur une Flandrienne? Ah oui. Déjà un podium, on prend, hein, clairement. L'année dernière, quand il fait 4, on a l'impression que ça. Pas que ça sort de nulle part, mais on se dit c'est pas mal, toi, restant planqué, il réussit à faire 4e. Là, il a pesé sur la course et il vient encore faire 8e à l'arrivée. Donc on attend la suite. Mais surtout qu'il a été hyper régulier sur toutes les courses de la saison. Et on peut se dire, ouais, Tour des Flandres, peut-être qu'il est fatigué et tout. Et il sort sa plus grosse course le jour du Tour des Flandres. Il fait, genre le Koppenberg, il fait une montée du Koppenberg. Fou. Ouais, parce que de là où son début de saison, on se disait, il peut jouer une bonne place en étant dans un grand jour et tout. Là, il nous fait il a fait une perf digne d'un des gros favoris. C'est vrai que par rapport à sa régularité, il a fait 6 courses flandriennes, il n'a pas fait moins bien classé que 15e. C'était sur l'Omloop, après il a fait 2e à Kurn, 12e au Grand Prix E3, puis 9e à Gand-Wevelgem et 8e à travers la Flandre et au Tour des Flandres. Donc là-dessus, il a été très très régulier comme garçon. Puis à chaque fois, c'est les places à San Remo en plus, quoi. En plus, également. Et puis les places parlent pas forcément pour lui. Parce que Gand-Wevelgem, il fait un gros effort à un moment tout seul derrière. Là, sur le Tour des Flandres, il fait beaucoup d'efforts. Mais au final, il se fait rattraper par des groupes dans le final. Et au sprint, il est un peu cramé. Donc, il aurait mérité mieux, c'est ce que tu veux dire? Non, parce que en soi, le mérite sur une course cycliste, c'est un truc un peu flou. Hein. Mais si la performance ne reflète pas forcément, son classement ne reflète pas forcément le niveau de performance auquel il était. Bah, c'était le 4e plus fort après Van Der Poel ou de Van Aert Asgreen, hein, je pense. Ouais, je me demande s'il était même pas plus fort que Van Aert.
Dans les monts, peut-être, mais après, sur l'ensemble, Wout van Aert, c'est quand même plus costaud. Mais Wout van Aert, il a quand même bouché des trous aussi. Enfin, bref. Mais je pense que oui, ça aurait été intéressant de voir si Turgis. Je pense pas qu'il aurait pu suivre l'accélération de Van Der Poel et Asgreen. Mais avec Wout van Aert dans le Quarmont et puis aller jouer à la 3ème place avec lui, ça aurait été sympa, quoi. Après, il aurait peut-être pu suivre Asgreen, mais bon, on se fait un peu du mal pour rien, là, je pense. Donc. Ouais. On va pas faire de la science-fiction non plus, mais... Au-delà de se faire du mal, parce qu'on peut se dire qu'il aurait peut-être pu aller jouer un podium, des Français, et bien des Français, plusieurs qui pèsent sur la course comme ça, dans le Tour des Flandres, c'est pas souvent, quoi. Mhm. Bah, c'est même dans l'histoire du Tour des Flandres tout court. Hein, Ouais. Puis quand est-ce qu'il n'y a jamais eu autant de Français à l'avance sur une Tour des Flandres, quoi. Sachant que le meilleur représentant français qui est Alaphilippe n'était pas à son top, quoi. Et autour de ça, t'as Laporte, t'as Turgis, t'avais Hofstetter. À un moment, tu dis ok, qu'est-ce qu'il fout là, quoi. Sénéchal. T'avais Barguil qui en plus était retardé derrière, t'avais Madouas. Enfin, ok, quoi. Clément Russo dans le groupe pour le top 15 également à l'arrivée, pour être vraiment complet. Il y a eu du beau monde en tout cas, côté français. Oui, historiquement, il n'y a peut-être jamais eu une telle présence française dans le Tour des Flandres depuis les années 50, peut-être. Est-ce qu'il y a quelque chose qui explique ça? Je sais pas. Ils ont peut-être appris à s'entraîner. Bah, le Tour des Flandres, ça passe à la télé maintenant, et du coup, les jeunes Français, ils sont plus chauds pour aller faire des Flandriennes. Non, mais je sais pas, peut-être vraiment un peu ça que c'est. Décennie où il fallait systématiquement être sur le Tour de France et briller sur le Tour de France. Je veux dire, je sais pas combien d'années Chavanel a perdu à cause de ça. Ouais, c'est vrai. Mais sinon, Laporte et Turgis portent la moustache, peut-être. C'est pour d'ailleurs, ça qu'on marchait dans les années 50. Hein, ouais. Belle moustache de Turgis, d'ailleurs. Il m'a assez impressionné, Laporte. Je l'attendais pas du tout à un niveau aussi haut sur toute la course. Bah, Laporte, moi je me disais, ouais, travers la Flandre, c'est un peu plus court, il peut tenir, ok, c'est bien, et Tour des Flandres, je me dis, ça risque d'être un peu dur, tout ça, mais... Il était hyper bon. T'as des moments, il sortait des monts juste dans la route Van Aert, alors que t'as des mecs derrière qui sont censés être meilleurs que lui, qui étaient en difficulté. Limite, Laporte, je suis même déçu qu'il n'y ait pas Paris-Roubaix, parce que je me demande si ça peut peut-être pas mieux lui convenir en tant que sprinter. Côté français, c'est la surprise un peu de ce Tour des Flandres avec Christophe Laporte, par son comportement. Ouais, avec Hofstetter, j'ai envie de dire qu'il a aussi fait une grosse course, mais à un niveau, on va dire, juste en dessous. Enfin, parce que les 3 autres Français qui ont vraiment animé la course, Turgis, Sénéchal et Alaphilippe, on savait qu'on les attendait un peu à ce niveau-là, ils ont confirmé. Là où les 2 autres, ils se sont un peu révélés sur ces parcours. Et après, justement, par rapport à Julien Alaphilippe, qu'on a vu assez actif, mais qui a calé un peu dans le final, tout du moins qui était dans le bon groupe pour la gagne, et puis qui a laissé filer Asgreen, Van Aert et Van Der Poel, c'est qu'il était moins fort, ou il s'est effacé pour Casper Asgreen dans la course d'équipe? S'il avait assez effacé, il pourrait rester dans le groupe avec Sénéchal ensuite, plutôt que de se retrouver à se relever complètement et finir, je sais pas moi, 2 ou 3 minutes. Il a été bon, parce qu'il a quand même un certain pédigré, mais à la fin, il a pas tenu, quoi. Il expose sévère, quoi. Parce que, il se lâche avec Madouas dans le Quarmont, et après, il se relève complet. Il n'avait pas les jambes pour tenir les 250 bornes, quoi. 200 bornes, ça aurait été, et puis après il n'y avait plus de jus. Comment ça peut s'expliquer, ça, pour Alaphilippe, une course qui est trop dure pour lui? Trop d'efforts avant, il a animé la course très tôt, puis voilà. Non, mais de toute façon, on a eu une course qui a été lancée très tôt, parce que le peloton a essayé de m'échapper à 12 minutes, donc. Et si t'es pas à ton top sur une course aussi dure que le Tour des Flandres, c'est compliqué d'après de faire beaucoup d'efforts et d'aller enchaîner, quoi. Surtout qu'Alaphilippe, c'est un grimpeur puncher, c'est pas vraiment le même type de gabarit que des grosses machines type Asgreen, type Van Aert, qui sont un peu plus costauds pour ce genre de course. Il aurait fallu qu'il ait la forme de l'année dernière quand il fait exploser tout le monde sur le Tour des Flandres, quoi, mais on va avoir cette forme-là tout le temps, surtout si t'as pas eu de Tour de France avant pour troder, il arrivera vraiment à ton top.
C'est ça, la Philippe, il réussit à bien performer quand il y a des gros enchaînements de courses, quand il y a beaucoup de jours de course dans les jambes. Là, je sais pas combien de jours de course il est depuis le début de l'année, mais c'est pas énorme par rapport à ce qu'il a pu avoir quand il a eu ses gros résultats. Je sais pas si ça peut jouer aussi sur le fait qu'il a pas eu l'endurance suffisante pour tenir les 254 bornes. Et après, pour les prochaines échéances qui arrivent pour lui, à savoir les Ardennaises et notamment le Liège-Bastogne-Liège, qu'est-ce qu'il doit faire pour retrouver un peu de la caisse, de l'endurance, hein. Des courses. Tout simplement, pas besoin de repos, juste continuer à courir, hein. Il aurait peut-être dû faire le Pays Basque. Ouais, je sais pas, de toute façon, après on verra ce que ça donne. De toute façon, il devrait gagner la flèche Wallonne avec le punch normalement, et puis à voir ce on peut qu'il fait sur espérer les le deux voir autres. lever les bras dans Liège-Bastogne-Liège. Si c'est pour la première place, ça serait mieux cette année en tout cas, hein. Mais c'est vrai que cette année, il fait figure un peu d'épouvantail comme pouvait l'être Valverde à une époque. Tant ses principaux, on va dire, concurrents semblent un peu en retrait cette année. Il n'a pas été trop inquiétant en vue des Ardennaises? Non, je pense pas. Sachant qu'en plus c'est des courses un peu moins, on va dire, folles. Il suffit d'avoir le punch au bon moment généralement pour gagner. Donc, le vrai test pour lui, ce sera effectivement le mur de vie. S'il fait exploser tout le monde et qu'il gagne, il sera prêt pour Liège. Et s'il explose dans la montée, c'est qu'il ne le sera pas. Ce sera aussi simple que ça. De toute façon, je pense qu'il faudra regarder au Pays Basque pour voir les formes de ses principaux concurrents. Et puis à partir de là, ça permettra déjà de se faire une idée du niveau du plateau et voir ce qu'il pourra jouer. Mais enfin, de toute façon, il doit jouer la gagne au vu de son pédigré. Bon, à présent, on a fait le tour de ce Tour des Flandres avec comment la course est animée, l'activité des coureurs français qui ont été très présents également. Je vous propose de passer à un petit débat sur un point de règlement qui est entré en vigueur le 1er avril, à savoir qu'il est désormais interdit de jeter des bidons ou autres déchets en dehors des zones de collecte mises en place par les organisateurs, qui sont prévues, je crois, tous les 30 ou 40 km. Et en 2 courses, depuis le 1er avril, on a eu 2 disqualifications. Kyle Murphy sur le Grand Prix Miguel Indurain, d'après son coéquipier Keegan Swireball, c'était à cause d'un gel qui est tombé de sa poche. Et on a eu Michael Scher sur le Tour des Flandres, qui a jeté son bidon à des spectateurs et qui s'est rendu compte tout de suite après qu'il avait fait une erreur. Et il a été disqualifié. Cette image, elle a pas mal fait parler. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette nouvelle règle mise en place par l'UCI? C'est débile. Au moins, c'est clair. Non, moi, ce qu'il aurait dû faire, Charles, c'est attendre qu'un gamin le prenne, descendre de son vélo, lui arracher des mains et faire désolé, je peux pas, et repartir. Là, tu vois, genre pour bien souligner l'absurdité de la règle. Pour moi, l'absurdité de la règle est pas tant que là, que le temps que ça a mis à arriver à quelque chose comme ça. Parce que quand on y pense, le fait qu'il y ait une telle quantité de bidons en plastique jetables à usage unique, je veux dire, dans les années 90, ça se comprend, mais aujourd'hui, non, quoi. Comment ça se fait que les équipes réutilisent pas les bidons en cours de route, qu'il n'y ait pas des endroits où les soigneurs récupèrent les bidons à un moment. Pour moi, l'absurdité de la règle aussi, c'est ok, il y a les zones de collecte mises par l'équipe, mais à partir du moment où il y a un soigneur qui donne un bidon, ça devrait tolérer que le coureur puisse jeter un bidon et que le soigneur le récupère. Le problème, c'est qu'on sait que derrière les équipes, le bidon qui est un petit peu griffé, où il y a un truc qui ne va pas dessus, ne sera pas réutilisé. Et c'est là-dessus qu'il faudrait aussi changer des choses au niveau de l'UCI. Enfin, le jet de bidon dans la nature comme ça, c'est normal que ce soit sanctionné. Mais quand, comme Cher, tu le balances là où il y a 10 personnes, tu sais qu'il va être ramassé. T'as le souci après à quel endroit tu mets la ligne pour la disqualification ou pas, ou à quel endroit tu peux le mettre ou pas. Je veux dire, t'imagines le bordel s'il faudrait qu'il y ait une règle qui dise qu'on peut jeter le bidon, mais que s'il y a moins de 4 personnes dans un rayon de 10 mètres, avec un dénivelé qui est pas, c'est pas faisable. Ça fait partie des règles qui sont un peu connes quand on les regarde comme ça, mais il faut mettre une limite quelque part, et à partir du moment où il n'y a pas de limite possible,
pour prendre un autre exemple d'une règle un peu qui a fait beaucoup parler sur des petits détails sur la hauteur des chaussettes, tu mets une ligne quelque part sur ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas, et à partir du moment où tu n'as pas de marge pour placer le curseur, c'est soit complètement autorisé, soit complètement interdit. Après, une des choses qui pose problème par rapport aux règles qui sont rentrées en vigueur le 1er avril, c'est qu'il y a eu beaucoup de réunions l'année dernière, qu'il y a eu des informations qui ont été envoyées aux coureurs dès le mois de novembre, des choses qui ont été relayées notamment par Matteo Trentin, qui est représentant des coureurs auprès de l'UCI, et Matteo Trentin a révélé que, je sais plus quoi, sur les quelques centaines de coureurs qui avaient reçu les informations dans les 2 premiers mois, il n'y en avait même pas une dizaine qui avaient été téléchargés le document. Du coup, l'UCI a rétropédalé derrière en disant les règles, on les fait pas rentrer en vigueur tout de suite, on les fait rentrer en vigueur le 1er avril. Comme ça, pendant 3 mois, les coureurs ont le temps de s'habituer petit à petit à ne plus jeter les bidons, à ne plus se mettre sur la position Mohoric. Sauf qu'au final, tout le peloton a dit c'est cool, on a encore 3 mois pour faire tout ce qu'on veut, on s'adaptera au dernier moment. Forcément, du coup, il y a des couacs, et là, le couac est tombé sur Michael Scher dans le Tour des Flandres. C'est dommage pour lui, mais... Après aussi, le fait d'avoir une règle stricte, c'est peut-être comme ce que tu sous-entends un peu, Geoffrey, c'est pour éviter d'avoir une règle qui soit laissée à l'appréciation des commissaires UCI, et que selon les situations, on puisse avoir des situations similaires, mais des décisions différentes. Là où c'est rigolo, c'est qu'il y a eu Annemiek van Vleuten qui a été prise en flag de jeter un bidon au pied d'un mec qui est peut-être un soigneur Movistar, et que ils n'ont pas osé aller très loin dans les sanctions parce que tu as un vainqueur qui se fait disqualifier, ce genre de choses, quoi. Ouais. Mais en plus, ton truc de mettre le curseur et tu peux pas le bouger, j'ai envie de te dire, quand il y a une chute ou une crevaison, c'est toléré de temps en temps de rentrer dans une voiture, des trucs comme ça, mais faut pas trop non plus. Donc je vois pas pourquoi ce serait pas possible pour les... C'est pas ça le règlement. Tu as le droit d'être dans la file des voitures, tu n'as pas le droit d'être dans le cul d'une bagnole qui te ramène. Ouais, mais tu sais très bien qu'il y a des moments où les mecs sont clairement... la file a fait 3 km, il y a 300 mètres d'espace entre chaque bagnole, et puis ça met des gros coups d'accélérateur. Les règles, il y a les règles, et puis il y a la perception du commissaire. Justement, on a des commissaires, c'est des humains qui donc peuvent avoir du recul et comprendre, analyser une situation. Donc pourquoi ne pas adapter la règle en fonction de ça? Après, pour finir sur ce point de règlement sur les jets de bidon, on va quand même préciser que ça a été mis en place par l'UCI. En tout cas, ça a été annoncé par l'UCI, soi-disant pour lutter contre des comportements potentiellement dangereux de la part des coureurs. Donc ça n'a pas été avancé pour une raison écologique, simplement pour éviter de créer des situations dangereuses. C'est parce qu'il y a des coureurs comme Cipollini qui jetaient des bidons sur les motards, c'est ça, hein? Ou comme Tunstels sur les autres sprinters en plein sprint passif. Ouais. Les sprinters, une caste à part. Les sprints des années 90. On se dit qu'aujourd'hui c'est le bazar dans les sprints, mais faudrait que ceux qui pensent que c'est un gros bazar aient jeté un petit coup d'œil au sprint d'il y a 20 ans pour voir l'horreur que c'était. Le tout sans casque, bien sûr. C'est pas marrant sinon. Bon, à présent, pour terminer ce podcast, Johan, Geoffrey, je vais vous laisser la main pour un petit mot sur la course dames qui a été remportée par Annemiek van Vleuten. On en a parlé un petit peu en préparant cette émission. Ça n'a pas été une super édition, il me semble, pour toi, Johan. Le problème du Tour des Flandres féminin, c'est que le parcours est pas adapté aux courses féminines. C'est un parcours où ils font une espèce de sous-version de la course masculine. Ils mettent le Vieux-Cormont et le Paterberg à la fin, et forcément, comme il n'y a pas vraiment de monts valables avant, les filles, elles attendent les derniers monts et ça attaque passe pas grand-chose avant. C'est un peu la même chose tous les ans, et c'est toujours dommage qu'ils ne changent pas ce parcours qui forcément n'est pas capable de donner une belle course, quoi. Typiquement, on voit la différence entre ce qu'il y a eu mercredi dernier avec À travers la Flandre, qui a été une super course chez les filles, même mieux que les mecs d'ailleurs, je trouve. Et là, le Tour des Flandres qui a été très posé, très en attente, et puis où ça s'est joué dans les 2 dernières montées. Donc après, en plus, comme il y a le côté Annemiek van Vleuten qui explosait un peu dans le Canariberg et qui après attend, et du coup les autres filles attendent qu'elle refasse une action avant d'essayer de bouger, ça s'enterre un petit peu et c'est pas une situation hyper intéressante. Tout le monde avait peur de Van Vleuten,
qui est trop forte un petit peu. Dès qu'elle se met en route, c'est toujours difficile pour les autres de suivre, alors qu'en plus elle se met en route aussi proche de l'arrivée, et qu'à partir du moment où elle le fait, ensuite il reste plus que du plat et qu'elle a plus qu'à balancer les watts, c'est fini. Oui, puisque typiquement, par exemple, à travers la Flandre, elle part assez tôt avec Nivadoma, et ça a été beaucoup plus proche de la reprendre sur la longueur que là sur le petit effort où en plus dans le groupe derrière ça n'entendait pas forcément hyper bien, notamment avec Elisa Longo Borghini parce qu'elle voulait faire 4ème au sprint. Enfin, voilà, super. La chose qui est vraiment dommage par contre pour le spectacle, c'est l'incident qu'a eu l'Autocopéki au pied de Coirmont. Elle progresse vraiment, elle avait un gros potentiel qu'on voyait depuis plusieurs années par la piste, ensuite par le cyclocross, et en plus de ses résultats sur route. Ça aurait pu être son grand succès. Mais on ne saura jamais ce qu'elle aurait été capable de faire dans le Patersberg. Le souci qu'elle a à Coirmont, où elle est obligée d'être à l'arrêt, alors qu'elle était très bien placée, et remonter tout le monde après. Enfin, c'était trop tard. Et du côté des Françaises, on a eu aussi Audrey Gordon-Rago qui était assez active, avec pas mal de kilomètres passés à l'avant. Oh là, elle a fait ce que Sébastien Minard faisait il y a quelques années. Elle était devant pendant 30 bornes, elle s'est fait reprendre quand la course a vraiment commencé. C'est sympa de voir une Française à l'avant, mais malheureusement, c'est pas ce qui fait peser sur la course. Est-ce qu'on peut espérer mieux actuellement de la part des coureurs françaises ? Tu peux espérer un top 10, quoi. T'as la Bouse qui fait un top 10. La musique était bien sur à travers la Flandre, qui est pas venue sur le Tour des Flandres, peut-être qu'elle aurait pu faire un top 15, enfin des choses comme ça. Après, les Françaises qui seront peut-être bonnes dans le futur, elles sont assez jeunes. Il y a Maëlle Grosstedt qui progresse quand même pas mal en ce moment, et puis peut-être que dans quelques années ce sera pas mal, mais à part si Cordon, elle se retrouve vraiment dans une situation très favorable, en anticipant et puis en se retrouvant dans un bon groupe, c'est compliqué, quoi. Mais je pense que pour le Tour des Flandres en tout cas en particulier, tant qu'on a un parcours comme ça, ça sera compliqué pour nos Françaises. Il faudrait une course qui, comme Yann le disait, qui se porte mieux au niveau du cyclisme féminin. Et je pense notamment une chose qui pourrait se faire, ça serait quitte à passer par Coirmont et le Patersberg, parce qu'il y a la contrainte de ne pas gêner la course masculine, qui fasse le parcours avec la deuxième boucle, donc Coirmont-Patersberg, ensuite Koppenberg, Tyenberg, et on revient après. Et pour la course féminine, une fois qu'ils ont passé l'enchaînement Kreuzberg-Ottenberg, ils se contentent de descendre Coirmont et de partir tout droit vers le rond-point à Peteghem et tourner sur la droite vers la ligne droite finale. La course féminine gagnerait énormément à ne pas avoir Coirmont-Patersberg dans les 20 derniers kilomètres. Eh bien, on arrive tranquillement mais sûrement à la fin de ce podcast. On a passé en long, en large et en revue ce Tour des Flandres 2021 remporté par Casper Asgreen devant Mathieu Van Der Poel et la 3e place de Greg Van Avermaet. En tout cas, du coup, pour le prochain épisode de Chasse Patate, on présentera les courses, les classiques ardennaises qui arrivent assez rapidement, dès la fin de semaine prochaine avec l'Amstel Gold Race. En tout cas, les Flandriennes, c'est fini avant de retrouver Paris-Roubaix en fin de saison, si tout va bien. Anselme, Johan, Geoffrey, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. C'était un plaisir. Merci, super. Et donc pour le prochain épisode de Chasse Patate, on se retrouve très prochainement. On vous tiendra au courant sur le compte Twitter du groupe Eto, où bien sûr on vous fera suivre toutes les étapes du Tour du Pays Basque qui ont lieu cette semaine. En attendant d'avoir le prochain épisode de Chasse Patate, eh bien vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse Patate.